Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, on va parler aujourd'hui de la frustration de nos enfants. Comment aider les enfants à gérer la frustration, comment faire pour nous ne pas nous laisser emporter par le comportement de nos enfants qui eux-mêmes impactent notre frustration aussi parfois. Et puis la petite question c'est, est-ce qu'on doit leur apprendre à gérer la frustration ? Il y a eu un grand débat récemment dans le monde de la parentalité sur le fait qu'on n'avait pas à apprendre la frustration à nos enfants puisque la réalité s'en chargeait directement et que sans qu'on fasse quoi que ce soit, ils allaient être confrontés de toute façon à la frustration parce que la réalité est confrontante et que nous on l'a bien vécu quand on était petit, on n'arrive pas à avoir et obtenir tout ce qu'on veut quand on le veut, c'est vraiment le principe de réalité. Et quand on a le principe de réalité en tête, on n'a plus le choix. Donc ce mot frustration, est-ce que c'est quelque chose que vous vivez actuellement ? Est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez pas vécu ? Vos enfants sont lisses et calmes, bien entendu, on y croit tous. Comment ça se passe avec vous pour vos enfants ? Faire des colères, faire des caprices, faire des bêtises, c'est tout un tas de termes que j'explique dans le podcast comme étant des interprétations de leur comportement. Donc un jouet qu'il veut et que quelqu'un utilise. Donc ça c'est un grand classique qu'on voit en maternelle aussi et que vous voyez à la maison, il se roule par terre et il pleure de colère. Donc normal. Moi j'étais en maternelle pendant 22 ans et j'ai eu des petites sections, des moyennes sections et ensuite j'ai fini ma carrière en dispositif de moins de 3 ans. Donc les enfants de 2 ans qui arrivaient en classe avaient pour la plupart vécu leur arrivée en classe comme Disneyland. Ça veut dire qu'il y en a plein partout, des objets, tout est magnifique, mais c'est précisément le camion qui est dans la main du copain qu'ils veulent avoir. Ça veut dire que quand le copain prend le camion bleu, eh bien le camion bleu prend de l'importance, vraiment comme s'il y avait des paillettes qui clignotaient tout autour et l'enfant se dit « Ah non mais moi aussi je veux le camion bleu, pourquoi est-ce que c'est lui qui prend le camion bleu ?» Alors qu'il aurait pris le camion rouge, ça l'aurait fait sur le camion rouge. Donc nous, en tant qu'adultes, en tant que parents, en tant qu'enseignants, on va aller proposer évidemment un autre jouet si c'est possible, s'il y a dispute entre 2 enfants. Mais là, pour le fait que quelqu'un utilise ce jouet, en effet, il y a 4 camions. Donc soit tu prends un autre camion parmi les 3 qui restent, soit tu attends que le copain pose le camion, ça c'est une option. Soit tu demandes au copain s'il veut bien partager. Là, ça dépend de la maturité émotionnelle du copain. C'est pas toujours gagné parce que le copain lui-même se dit « Ah bah puisqu'il le veut, ça veut dire que vraiment ce jouet il est important, j'ai encore moins envie de le lâcher. » Et tout ça, c'est en résonance avec ce qui se vit intérieurement. S'ils sont à l'aise avec la séparation, s'ils sont à l'aise avec leur corps, s'ils sont à l'aise avec le langage, ça va être des facteurs facilitants pour eux. S'ils ne savent pas parler, s'ils ont un peu de mal avec les objets, il y a des enfants qui sont très crispés sur les objets parce que pour eux, les objets, c'est une sécurité et c'est une garantie, comme les doudous. Si vous avez observé des enfants, des fois dans les parcs ou à la crèche, ils peuvent garder leur doudou très serré parce que s'ils posaient leur doudou, c'est comme si une partie d'eux-mêmes n'était plus avec eux. Donc ces objets-là, concrètement, c'est des extensions d'eux-mêmes. Si on leur retire de force, si on les oblige à partager, peut s'en suivre une tension énorme comme si on les coupait en deux. Donc c'est vraiment très symbolique. Alors malheureusement, il y a des adultes qui vont vouloir aller au plus vite et ne pas voir sur le long terme. Ils ne vont pas apprendre à l'enfant à réguler sa frustration. Ils vont régler le souci pour eux, pour avoir la paix. Donc si le besoin de l'adulte, c'est d'avoir la paix, bien souvent, il va prendre le jouet de celui qui a l'air le plus dissipé pour le donner au plus calme, ou celui qui pleure. Donc de manière complètement injuste
et de manière complètement inadaptée, parce qu'on ne sait pas si ça s'est vraiment passé comme le premier enfant dit. Et là encore, on parle d'enfants qui savent expliquer, hein. Mais si c'est des enfants de 2-3 ans, ils ne savent pas toujours expliquer ce qui se passe. Alors, si votre enfant n'a pas de frères et sœurs et vous voulez le préparer à la collectivité, donc il y a deux choses. La première chose, c'est que l'arrivée en collectivité va de toute façon être confrontante parce que les autres enfants ont la moitié des désirs comme lui et la moitié des désirs opposés à lui. Donc ça, c'est un fait. Ça, tu peux lui expliquer déjà que les enfants autour de lui vont agir différemment ou vont agir exactement pareil. Et ça peut l'agacer des deux côtés. Ça veut dire que si les enfants font pareil que lui, ça peut l'énerver parce que laisse-moi tranquille, je veux pas jouer avec toi, me colle pas, tu vois, son périmètre de sécurité. Ou si c'est quelqu'un de très sociable, ça peut être mais viens jouer avec moi, t'es pas d'accord pour jouer avec moi, mais moi je veux. On parle du désir de l'enfant, que ce soit ton fils ou l'autre enfant. Imagine, il y a un petit garçon qui arrête pas de lui tenir la manche en lui disant mais viens, mais viens, mais viens. Obligé de décider, est-ce que j'ai envie d'aller jouer avec lui? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je le repousse? Est-ce que je le tape? Est-ce que je lui crie dessus? Tout ça, c'est des stratégies pour réguler ce qu'il ressent. Et quand on est dans une classe au début entre 10 et 28, eh ben, c'est très physique en fait. Ça passe pas par le langage. Ça va vraiment passer par le regard noir que l'enfant jette à l'autre, le pousser très concrètement. Là, j'ai le geste des enfants dans ma classe. Ils prennent les deux mains et ils poussent l'autre enfant pour le sortir du périmètre. Et ça, c'est vraiment très, très clair. Ça veut dire il se sent en intrusion. Il se dit non, je suis pas d'accord avec ce qui se passe. On rentre trop près de moi, on me parle trop fort dans l'oreille. Donc les enfants réagissent. Donc ça, c'est principe de réalité. Les enfants sont tous dans la même salle. Ils doivent se partager les jouets, ils doivent se partager les adultes. Donc tu vois, il n'y a pas à leur apprendre la frustration, c'est la frustration en soi. Par contre, ce qu'on peut faire à la maison, c'est qu'on peut vraiment verbaliser tout ce qui arrive au quotidien à la maison quand il est tout seul. Ça veut dire qu'il y a un moment, par exemple, tu avais prévu d'aller te promener cet après-midi avec lui, tu lui avais dit le matin, tiens, cet après-midi, on ira se promener. Et là, l'après-midi, il se met à pleuvoir à verse. Et donc l'enfant peut garder la promesse, peut garder le langage en se disant non, moi je veux aller me promener, tu m'as promis qu'on allait se promener. Là, la réalité, elle a contredit la promesse. Tu vois, il y avait l'engagement verbal. Quand on pose un mot, quand on pose un engagement, c'est un accord qu'on fait avec l'enfant de on fera ça, de commencer très jeune, dès qu'ils ont 1 an, à moduler en disant si il fait beau, si je suis en forme, si de mettre des conditions pour que ce soit pas absolu. Et ça veut dire que si tu es trop fatigué pour sortir, si il y a la belle-mère qui débarque, si il pleut à verse, eh ben il se sera pas fait toute une attente de ce que tu avais promis. Donc ça, c'est une manière de ne pas t'engager à la légère. Alors, c'est pas que toi, tu t'engages à la légère, hein, c'est que l'enfant, il prend tout très personnellement, au sens des accords Toltec. Il va tout prendre très personnellement, l'enfant. Et que si toi, tu veux moduler en verbalisant, eh ben écoute, moi, ce que je te propose, c'est ou ça, ou ça. Et s'il ne veut aucun des deux, eh ben il ne prend aucun des deux. Mais tu peux pas faire des choix à l'infini. Et ça, c'est difficile, parce qu'on doit à la fois leur faire choisir ce qu'ils ont envie, et à la fois ne pas les laisser tout décider. Et ça aussi, c'est un principe de frustration. Parce que si on les laisse trop décider, il arrive un jour où ils disent « non, je veux pas ». Ah oui, mais là, c'est pas toi qui décides. Ce jour-là, c'est pas toi qui décides. La deuxième chose qu'on peut évoquer sur la frustration, c'est que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on peut leur expliquer très tôt qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme on voudrait nous. Donc le côté incontrôlable de la vie, le côté impermanence de la vie, on peut très vite leur expliquer aussi comment ça se passe. Ça veut dire, ah ouais, j'avais super envie d'aller courir cet après-midi, mais là, j'ai mal au genou et ça m'énerve parce que j'aime pas avoir mal au genou et donc je peux pas aller courir et donc ça me met de mauvaise humeur. Et en fait, comme tu dis comment ça se passe pour toi, comme tu dis que ça t'énerve, l'enfant, il comprend que ça peut arriver à tout le monde de s'énerver intérieurement et que c'est pas la faute du monde extérieur. Et ça, j'avais un exemple qui m'est revenu il y a pas longtemps. C'est qu'il y avait une petite fille dans ma classe de moins de 3 ans. En fait, elle tapait sur les objets quand elle n'arrivait pas à faire quelque chose. Et puis, ça m'a quand même intriguée en parcours de sport notamment. En parcours sportif, elle poussait la cage à écureuil, par exemple, quand elle n'arrivait pas à monter sur la cage à écureuil. Donc, je demande à sa maman pourquoi elle fait ça. Et en fait, sa maman m'explique que quand, à la maison, elle n'arrive pas à passer, la maman tire la table pour lui faire de la place. La fille, qui avait 2 ans, elle ne fait pas l'effort de contorsionner son corps, de passer au-dessus, de passer en dessous. Donc sa motricité globale n'était pas activée, puisque sa mère, à chaque instant, déplaçait les objets qui étaient sur son passage.
que l'enfant, il muscle pas ses compétences ni motrices, ni de résolution de problèmes, puisque l'adulte est tout le temps en train de balayer devant lui le moindre obstacle. Si on veut qu'ils acceptent la frustration à 3, 4, 5, 6 ans, mais il faut qu'ils voient qu'il y a des frustrations toute la journée. Une fois que ton enfant te dit « moi je voulais mettre le pantalon vert » et que tu lui dis « non, le pantalon vert il est dans la machine à laver ». C'est un principe de réalité, il est dans la machine à laver, tu ne peux pas le mettre. Qu'il se roule par terre ou qu'il se roule pas par terre, ça ne changera rien. Le pantalon vert est dans la machine à laver. C'est une histoire de dire « je comprends, t'es très en colère, t'es très fâché, tu voulais absolument ce camion, tu voulais absolument ce pantalon. Et moi aussi, des fois quand je veux quelque chose très fort et que je l'ai pas, ça me met très en colère aussi. » On se met en résonance empathique avec ce que l'enfant vit, on décrit au mieux la situation pour qu'il se sente entendu, concerné, validé, écouté, mais on ne va pas céder à ce que la réalité nous avait décidé sur nos principes éducatifs. Et plus on tient ce qu'on avait décidé, et moins l'enfant va en répétition forcer en fait ce genre de crise de frustration. Par contre, si au bout de la 3e tentative, au bout de 10 minutes, on finit par lui donner le pantalon vert parce qu'on en a marre de ses cris, qu'on en a marre qu'il se roule par terre, qu'on a honte parce qu'on est en plein milieu d'un lieu public et qu'on veut faire cesser la crise, c'est une fausse résolution de problème. L'enfant va penser « ah c'est bon, si je me roule par terre, si je crie, j'obtiens ». Et ça, c'est un lien de cause-conséquence que je vous déconseille d'installer parce que s'il l'a fait une fois, il va se dire « ouh, ça marche, je garde ». Voilà une stratégie utile. Donc, il y a des jours où on cède parce qu'il y a des jours où on craque complètement et où on n'en peut plus. Mais plus on va céder et plus on va lâcher, plus l'enfant va retenir que s'il tape, s'il crie, s'il monte la voix, s'il fait ce comportement-là, il peut obtenir ce qu'il désire. On ne va jamais dire que ce qu'il désire n'est pas légitime. On va essayer de traduire ce qu'il désire en besoin concret. Et donc un besoin, pas un désir. Il y a vraiment une nuance là-dessus. Et le fait qu'on lui dise « je comprends », oui, c'est pas ce que tu voulais. Ça s'est pas passé comme tu voulais. Et des fois, la vie, elle nous emmène des éléments qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas contrôlé. On peut pas contrôler la météo, on peut pas contrôler la maladie. On ne peut pas contrôler l'accident de voiture, on ne peut pas contrôler ceci, cela. Et au quotidien, vous lui montrez en fait qu'il y a des imprévus, qu'il ne vous sente pas responsable de tout ce qui lui arrive. Parce que l'enfant, au début, il a une vision très égocentrée du monde et il pense que quand ça n'arrive pas comme il veut, c'est de la faute de celui qui est à côté de lui. Donc c'est vous le responsable de tout ce qui lui arrive de mal. S'il n'y a plus de bonbons dans la boîte, c'est de votre faute. Parce que la pensée magique lui fait arriver qu'il y a toujours des bonbons dans la boîte de bonbons. Donc le jour où il n'y a plus de bonbons, ça peut être une colère comme comment ça les bonbons n'arrivent pas tout seuls dans la boîte. Et là vous pouvez lui dire, tu vois, quand j'achète des tomates et qu'on mange les tomates, il n'y a plus de tomates. Là tu as mangé tous les bonbons, il n'y a plus de bonbons. C'est un principe de réalité. Plus vous allez rester calme et plus vous allez décrire la réalité, plus vous allez poser des mots sur les émotions qu'il ressent, sur les déclencheurs de ces émotions qu'il ressent, et moins vous allez vous sentir responsable de sa frustration. Et ça, c'est super important pour pas être contaminé. Parce que si vous le voyez frustré, vous avez comme première intention de faire taire la frustration, vous allez être contaminé d'impuissance et à votre tour de frustration de ne pas arriver à calmer sa frustration. Et donc, on est dans une boucle de contamination émotionnelle. C'est l'épisode 71 du podcast. Si l'enfant le fait, c'est qu'à ce moment-là, c'est bon pour lui. Donc, on ne va pas annuler l'intention et le geste, mais on est obligé de le rediriger sur un support valide. S'il veut mordre, il ne mord pas dans le bras de quelqu'un, il mord dans une pomme ou il mord dans un biscuit ou une biscotte. Donc, on garde l'intention parce qu'à ce moment-là, c'est sur leur éventail, c'est vraiment la stratégie qu'ils ont choisie avec leur petite maturité de bébé sur pattes. Et par contre, on redirige le bon support. C'est comme je dis souvent avec les ciseaux, quoi. Les ciseaux, c'est pas dangereux, simple. Mais couper les cheveux de Lydia avec les ciseaux, ça va être vite embêtant. Donc tu vas rediriger vers autre chose avec les ciseaux. Et le fait qu'il y ait des témoins n'est pas anodin, parce que les enfants, dans ces cas-là, vérifient si tu vas donner exactement la même consigne et le même comportement que si vous étiez à la maison. Il y a une espèce de continuité entre ce que tu lui dis quand il n'y a personne et ce que tu lui dis quand il y a quelqu'un. Et ça les intéresse fortement, les enfants. Ils regardent la maîtresse dans les yeux, ils regardent la maman dans les yeux et ils font un acte inattendu. Et ils regardent qui va réagir en premier. Et ça, j'en étais pas consciente au début en maternelle. Et avec l'âge, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est fort quand même un gamin. Tu vois, pour tester la cohérence, ils vont se dire, qui va réagir en premier ? La maman ou la maîtresse ? Quand je vois que la maman ne réagit pas, je finis par intervenir en faisant les doubles rôles. En faisant le rôle de la maîtresse, en disant, voilà ce que tu as fait, je décris. Quand tu fais ça,
conséquence. Donc c'est vraiment ça les étapes. Votre enfant, vous décrivez ce qu'il fait, vous décrivez la conséquence, mais vous ne portez pas un jugement sur l'intention qu'il avait. Il n'avait pas cette intention ni pour vous rendre chèvre, ni pour nuire à quelqu'un, ni pour embêter ou abîmer ou blesser quelqu'un. Par contre, on peut se reformuler intérieurement. Mon enfant n'est pas capable de faire les bons choix encore, il n'a pas la maturité intellectuelle d'adapter son geste à la situation. Je peux lui montrer comment faire autrement, je peux lui montrer comment faire de manière plus sociale, collective, parce que pour l'instant c'est brouillon, ces gestes ne sont pas coordonnés et pour l'instant ça ne ressemble pas à l'éducation que je veux lui donner. Mais tout ça c'est du pour l'instant, c'est modulable. Son cerveau il est plastique, son cerveau il va avancer. Mais dans le feu de l'action, et c'est toujours ça, quand on voit notre enfant taper un autre enfant, c'est nous qui devenons un problème. C'est presque plus l'enfant. Parce qu'on se dit, oh là là, mais il a fait ça, mais j'ai honte. Et bim, flamme de honte, témoin. Qu'est-ce que je vais dire à mon enfant alors que moi-même, j'ai pas vu en face que j'avais honte. C'est très embêtant d'avoir honte parce que je se sent plus très à l'aise dans notre basket. Donc soit on met un couvercle sur la honte en se disant je m'en occuperai plus tard. C'est sans doute le plus utile parce que notre enfant, il a besoin d'une intervention. Il n'a pas besoin d'une punition, mais il a besoin d'une intervention sur l'instant T et lui dire voilà, ce que tu as fait, je ne peux pas l'accepter en l'état. Donc soit tu fais ce geste mais ailleurs, soit je te retire l'objet des mains parce que tu ne sais pas encore l'utiliser correctement. Deux pistes qui ne sont pas dans la punition, qui sont dans la cause-conséquence et qui sont dans la réparation de son geste. Quand on est dans un lieu qu'on ne maîtrise pas, dont on ne maîtrise pas les règles, c'est encore plus délicat. Dans le local de la crèche, il y a les règles de la crèche. C'est pas chez vous, c'est pas vos règles. Et l'enfant, il peut s'emparer de ça, de se dire, ici, moi je connais bien ici. Quand les souris ne sont pas là, je peux faire ce que je veux. Et le mot frustration s'applique aussi bien aux enfants jeunes qu'aux adolescents, parce que c'est le même principe. Il y a un épisode qui s'appelle le Terrible Two, c'est l'épisode 72 dans le podcast. Et sur cet épisode, je dis que c'est effectivement la même procédure de l'enfant de 2 ans qui commence à s'individualiser, commence à tester son autonomie dans le monde, avec un rapport très frictionnel parce que quand il fait des tentatives, les parents qui étaient habitués à ce qu'il obéisse ou ce qui se comporte de manière normale, ça dérape parce qu'on recadre. Et au moment de l'adolescence, il y a ce même mouvement d'individualisation, sauf qu'en plus, ils se permettent de juger que toutes nos règles sont caduques, que tout ce qu'on leur a expliqué plus tôt n'est plus valable parce qu'on est des vieux cons, parce qu'on n'y connaît rien, parce qu'on ne les comprend pas. La phase de rébellion de l'adolescent, que ce soit scolaire ou que ce soit relationnel, elle est aussi légitime et normale. Donc ce qui nous fait raisonner, nous, en tant que parents, quand on a des adolescents, c'est qu'on a nos braises d'éducation à nous. Quand on a été adolescent, en général, pour notre génération, donc si vous avez entre 30 et 50 ans, en général, on a été recadré assez vite fait quand on commençait à s'affirmer et à s'imposer. Donc soit on a été recadré par la violence, soit par les critiques, soit par les jugements, soit par l'humiliation. Donc on a ces braises-là si on ne les a pas travaillées, si on ne les a pas soldées. Moi j'ai un outil qui s'appelle le bocal à deuil où on va creuser ces braises-là pour solder notre enfance, ce qui nous permet d'être beaucoup plus à l'écoute des besoins de notre adolescent sans que ça nous confronte avec le fantôme de notre adolescence à nous. Et j'avais expliqué ça, je crois que c'est dans l'épisode 74 sur l'héritage parental, c'est que quand ma fille a commencé, la grande, quand elle a eu 12-13 ans, elle a commencé à s'opposer à moi. Et en moi, il y avait 2 flammes différentes. Il y avait une flamme de fierté en me disant « Ouais, elle se laisse pas faire, elle est affirmée, elle ose parler ce que moi, je n'avais pas fait quand j'étais petite parce que je me faisais rabrouer directement. » Et une autre partie de moi, en tant que mère, qui disait « Ah non, mais attends, c'est moi l'adulte, elle doit me respecter, elle doit m'obéir. » J'avais cette ambivalence et cette dualité de me dire « Elle doit me respecter, c'est moi la mère, c'est moi qui sais. » Et aussi l'enfant d'avant qui n'avait pas eu cette adolescence d'autonomisation, d'indépendance. Et donc, il a fallu que j'aille creuser tout ça avec mes outils en réfléchissant, binôme empathique et tout ça en séance précisément pour me dire ce que je veux de ma fille adolescente là. C'est pas qu'elle s'oppose. Évidemment, personne ne veut que notre enfant s'oppose. Dans l'absolu, on voudrait des enfants qui nous écoutent et qui entendent qu'on a une expérience de vie. Seulement, ce qu'on oublie quand on fait ça, c'est que nos ados veulent la vivre, cette expérience. Et que si on les empêche de vivre les expériences, ils vont nous sentir et nous nommer responsables de ne pas pouvoir faire ces expériences. Soit ils vont se sentir frustrés au sens propre, se sentir vraiment frustrés et nous rendre responsables de leur frustration, ou alors ils vont transgresser
en allant le faire quand même, en douce. Donc pour leur apprendre la frustration, il ne s'agit pas de leur apprendre la frustration, comme avec les tout petits, comme avec les enfants de 2 ans. Il s'agit de leur dire, voilà les conditions dans lesquelles on va vivre actuellement, et de passer un accord. Dans cette maison, ça se passe comme ça. Dans ton lycée, ça se passe comme ça. Voilà les repères. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu choisis de faire? Si tu choisis de ne pas travailler, les conséquences, ça va être sans doute des mauvaises notes, peut-être moins de choix pour ton orientation, peut-être un flou sur ton avenir, etc. De poser les choses de manière factuelle et sans impliquer notre émotion à nous de parents qui veut le meilleur pour son enfant. Et quand je parle à des parents d'adolescents, je me dis, et je leur dis, que nous, si on voit à quel point on a peur pour leur avenir, eux, ils le sentent aussi. Ils sentent, nos adolescents, qu'on a très peur pour leur avenir. Mais quand on a peur pour leur avenir, c'est comme si on ne croyait pas en eux. Voilà le raccourci qu'ils font. Ça veut dire qu'on ne les croit pas capables de s'en sortir. On ne les croit pas ayant suffisamment de ressources pour s'en sortir. Et quand on pose ça sur la table, ça devient plus facile de renverser la tendance et de dire « Chérie, moi je veux te donner toutes les ressources possibles pour que tu t'en sortes tout seul. Dis-moi de quoi tu as besoin et on construit ensemble toutes ces ressources-là. » Alors, en effet, il faut que la communication, elle soit installée depuis l'enfance. Parce qu'au moment de l'adolescence, il y a des mots qui volent un peu fort, il y a les hormones qui jouent, il y a la patience qui est un peu moindre. Donc l'adolescent, spontanément, il ne va pas venir vers nous pour se confier de ses petits malheurs. Il va juste nous reprocher son mal-être et il va juste nous dire « tu comprends rien ». Donc si la communication, elle est installée, on peut tenter un dialogue en disant « je m'inquiète pour toi, ce que je vois au quotidien me fait peur parce que ayant vu et ayant vécu certaines choses dans ma vie, je m'inquiète pour toi. Mais ça part de moi, ça part de ma Colline. Et de ne pas lui projeter toutes mes peurs sur l'avenir non plus. Parce que lui, il n'est pas au courant de ce qui va lui arriver. Et nous, si on est complètement honnête, on ne peut pas prédire l'avenir non plus. Il va pouvoir être capable, notre adolescent, de s'en sortir quand même. C'est juste que nous, on voit tout en réseau, tout ce qui arrive là dans le monde extérieur, et on se dit mais comment ils vont faire nos adolescents? C'est exactement la même dynamique avec nos ados. Ça veut dire que la vie est frustrante. Nous, en tant qu'adultes, on est frustrés toute la journée. Il y a des choses qui se passent comme on veut, il y a des choses qui ne se passent pas comme on veut. Et quand on est en vulnérabilité, en humilité avec nos ados, on peut leur faire comprendre ça en fait. Bah oui, t'as eu 13 à ton contrôle, tu pensais avoir plus. Est-ce que tu penses que t'as pas eu le temps de faire des hypothèses, mais de ne pas juger en fait le résultat? Parce qu'ils sont malheureusement très en capacité, les adolescents, de s'auto-juger et de se déprécier. Donc s'ils sont en train de se dire « je suis nul, je vaux rien, mes parents ne me comprennent pas, les profs ne me comprennent pas, j'arriverai à rien », la spirale, elle est complètement noire. Et là, la frustration, elle s'installe parce qu'il y a une espèce d'impuissance qui se surjoue avec « puisque j'ai des mauvaises notes, à quoi bon travailler ? En plus, travailler, c'est pénible, autant rester sur TikTok toute la journée, etc. » La frustration et l'impuissance, elles peuvent se donner la main assez rapidement. Alors que si, en tant que parent, et c'est pareil pour les enseignants, si en tant qu'enseignant, on valorise les petits efforts, on valorise et on met un peu de lumière au bout du tunnel en leur disant « bah oui, c'est un gros chapitre à apprendre » ou « c'est une notion difficile en mathématiques » ou « ça, c'est pas très facile en sciences sociales, j'ai confiance en vous, je vais vous l'expliquer correctement ». On pourra demander des exercices supplémentaires, on pourra aller chercher sur Internet pour mieux comprendre la notion, mais on voudrait, en face de leur frustration, leur faire ressentir leur capacité à faire, leur capacité à réussir et leur capacité à avoir des compétences. Et ce qui est difficile, c'est d'étiqueter nos adolescents par certains pôles de leur comportement, on va dire, soit le pôle tu traînes, tu fais rien dans la maison, tu vas pas au sport, tu passes ton temps sur les écrans. En fait, de stigmatiser tous les comportements négatifs qu'on voit au quotidien qui amènent de l'eau à leur moulin que, en fait, on ne les aime pas, on ne les comprend pas, etc. Alors que si on se réfrène un tout petit peu, nous, en tant que parents d'ados, et qu'on essaye de dire au moins une chose encourageante, valorisante sur est-ce que tu as besoin d'aide aujourd'hui, est-ce que je peux t'aider à faire quelque chose, comment ça s'est passé en cours, parle-moi de ton ami, de maintenir le dialogue, de maintenir le fait que oui, il y a des journées où ça se passe mieux que d'autres, que nous aussi dans notre vie d'adulte on a des frustrations, que la vie c'est un 50-50, il y a vraiment des bons moments et il y a des moments qui sont pénibles, mais que s'ils vivent un moment pénible, ils peuvent aussi aller demander de l'aide à leurs copains, aller demander de l'aide à leur marraine,
peut-être à, je sais pas, une belle-sœur, si l'âge correspond, mais de l'encourager à aller demander de l'aide, même si c'est pas à nous, ses parents, qui sommes des vieux cons, parce qu'évidemment, on les comprend pas. Sur la question de la frustration aussi, on parle parfois, notamment avec les enfants plus jeunes, mais c'est valable, ça peut être valable pour les ados, c'est de la quantité d'accumulation dans une seule journée. Quand les enfants se lèvent le matin, on va dire qu'ils ont un dosage d'énergie un peu comme une batterie de téléphone qui sont à 92 et que tout va bien, mais que la journée avançant, il y a la fatigue, il y a une première frustration, une deuxième frustration, il y a un maintien de l'ordre social parce qu'ils ne peuvent pas décharger. Et on arrive sur le tunnel du soir, entre 18 et 20 pour les jeunes enfants, et puis entre 21 et 23 pour les ados, où là, s'il n'y a pas eu un moment de décharge, s'il n'y a pas eu un moment de détente, un peu comme si on vidangeait toute la merde qui s'était accumulée dans la journée, la moindre chose peut partir en vrille. Pour les jeunes enfants, une des techniques, c'est de passer par le corps, de mettre de la musique, de danser à fond, d'aller au parc, d'aller faire du toboggan, d'aller au foot, de jouer, je sais pas, à la corde à sauter, d'aller faire de la balançoire. Parce que physiquement, on décharge, on peut aller crier dans le parc, on peut vraiment utiliser les ressources physiques corporelles pour vider la frustration de la journée. Et il y a des adultes qui le font aussi, qui se mettent dans leur voiture après leur journée de boulot et qui se mettent à taper sur le volant, à hurler en se disant « Ah, j'en ai marre de cette journée !» Parce que ça fait un sas de décompression avant de rentrer chez soi. Ça évite en rentrant chez soi d'en coller une au petit dernier parce qu'il n'a pas fini ses devoirs. Et cette contamination émotionnelle, elle est beaucoup plus classique qu'on ne croit. Ça veut dire qu'on n'arrive pas nous-mêmes, adultes, comment les enfants pourraient le faire, puisque nous, déjà adultes, on a du mal à s'accorder cette décharge émotionnelle qu'on a accumulée tout au long de la journée. Si on ne se crée pas des petits sas pour vidanger notre frustration, mais les enfants, ils ne savent pas non plus le faire. Plus on va le mettre en place pour nous, plus on va l'incarner, plus on va pouvoir le modéliser pour nos enfants, pour nos élèves, et leur dire c'est normal, tu te sens frustré. Tu te sens frustré parce que ça ne se passe pas comme tu veux. Tu n'as pas le résultat que tu attendais. Ton espoir, il n'est pas rempli. Et là, vous touchez à ses besoins, vous touchez à ses rayures. Il avait un besoin de résultat, il avait un besoin d'espoir, il avait un besoin de contrôler la situation. Et il ne l'obtient pas. C'est très frustrant pour un enfant. Mais nous aussi, c'est frustrant. Pour tous ceux qui ont commencé un régime, pour tous ceux qui ont commencé à jouer du piano, à se rendre compte qu'ils n'arrivent pas à avancer, que c'est toujours aussi mauvais au bout d'un mois, qu'ils n'ont pas perdu un gramme. La frustration, elle fait partie de la vie au quotidien. Le fait que quand nous, on n'obtient pas ce qu'on veut, on va avoir des stratégies, soit d'évitement, on va se gaver de nourriture, on va aller sur Netflix, on va aller fumer, on va aller boire, on va sortir, on va s'envoyer en l'air, on va avoir des stratégies d'évitement. Nos ados, ils peuvent avoir des stratégies d'évitement pareilles. Et les jeunes enfants, ils peuvent aller taper sur une copine avec une barquette en polystyrène. Tout ça, c'est des stratégies pour décharger. Tout ça, c'est des stratégies pour vider ce qui ne se passe pas bien. Et non, c'est pas approprié. Mais en fait, ils font comme ils peuvent. Notre travail de parents, que ce soit des petits ou des grands, c'est de leur montrer qu'il y a peut-être d'autres lamelles pour compléter leur éventail de stratégies, qu'il y a peut-être d'autres possibilités de réagir quand on ressent cette flamme de frustration, quand on n'accepte pas la réalité, parce que c'est souvent de ça dont il s'agit. Admettre qu'on n'a pas eu le résultat qu'on voulait, c'est tellement frustrant. Connectez-vous à la dernière fois où vous vouliez un résultat et où ça ne s'est pas passé comme vous vouliez. Même vous, vous aviez cette flamme. Même vous, vous avez eu ce moment de doute en disant « mais j'en ai marre, je ne comprends pas pourquoi ça se passe ». Renforcer son estime de lui quand il est jeune ou renforcer son estime de lui quand il est adolescent, ça passe par valoriser ses ressources, ses forces, ses talents, faire des bilans réguliers de tout ce qu'il a réussi dans sa vie, mais vraiment axer sur le positif pour qu'il arrête de se déprécier, de se dévaloriser et de mettre sa valeur dans les objets qu'il possède. Parce qu'on peut ne pas s'étonner que nos ados fassent la même chose que nous. Si nos ados nous voient fuir dans des plaisirs artificiels, si les ados nous voient consommer, être accro au shopping, être accro aux sorties, être accro aux diversions en fait, vraiment se divertir au sens de Pascal, genre je sors de ma tête, je ne veux pas voir les problèmes que j'ai, je m'échappe de mon quotidien. Si nos ados nous voient faire ça, pourquoi est-ce qu'ils feraient autrement? Surtout que les tentations, elles sont bien plus nombreuses quand ils sont adolescents. Autour d'eux, des tentations, il y en a tout le temps. Que ce soit la vitesse, que ce soit les substances, que ce soit les conduites à risque au volant, les conduites à risque sexuelles. C'est très tentant, en fait, d'aller dans ces sens-là.
Et comme ils sont en train de se construire une identité, nos ados, ils peuvent passer par des moments où l'objet est absolument essentiel et nécessaire. Et s'il se pense exclu parce que lui n'a pas le même objet que ses 4 amis, son estime en prend donc un coup. Soit on parle avec lui, on fait un débat philosophique sur en quoi est-ce que ses qualités intérieures ne sont pas liées à un objet extérieur. Et ça, c'est quand même balèze, parce qu'il faut quand même avoir réfléchi à la question en amont pour arriver à l'exprimer à un ado qui nous pense out, vintage, rétro et qui ne le comprend pas. Ou alors, on se détache complètement en disant « J'entends que tu veux absolument cet objet. Quel est le prix de cet objet? Est-ce que tu as l'argent sur ton compte? Comment tu vas t'organiser pour acheter cet objet si tu crois vraiment qu'il est absolument essentiel ?» C'est pas parce que nos enfants désirent quelque chose qu'on va acheter, qu'on va céder, qu'on va conclure qu'ils ont raison. Si nos ados ont des envies de partir une semaine au ski entre amis, c'est un chouette projet. Mais peut-être que ça ne passe pas, vous, avec votre budget, avec vos valeurs, avec votre organisation. Donc, ok, tous ses copains partent au ski, tous ses copains ont loué un chalet, tous ses copains ont de l'argent pour se payer les après-ski, les remontées mécaniques et tout ça, la raclette. Mais peut-être que vous, non. Peut-être que vous avez déjà du mal à joindre les deux bouts et que votre ado, il part un peu trop loin dans ses désirs. Donc, qu'est-ce qui est possible de mettre en place? Est-ce qu'il peut monter un projet avec quelqu'un d'autre, avec son parrain? Est-ce qu'il peut aller nettoyer des voitures pendant 3 week-ends pour se faire de l'argent de poche? C'est un principe de réalité. C'est pas parce que l'adolescent désire quelque chose qu'il va l'obtenir facilement. Et nous, en tant que parents, on peut très vite installer le fait qu'on ne va pas être des pourvoyeurs de solutions absolues. Ça veut dire, tu as envie de quelque chose? Oh oui, je vais te le donner, mon chéri, parce que je t'aime. Je peux dire à mon enfant, tu as envie de quelque chose, je comprends, je ne peux pas te le donner, je ne peux pas te l'acheter. C'est pas parce que je ne veux pas, c'est parce que moi j'ai décidé que t'acheter ce jouet ne va pas résoudre ton problème. Donc si tu veux vraiment ce jouet, il faut qu'on en réfléchisse ensemble, peut-être avec papa, peut-être avec le mettre sur la liste de ton anniversaire avec tonton, de trouver des choses qui soient à la fois concordantes avec vos valeurs actuelles, votre budget actuel, peut-être votre organisation, votre logistique, mais que si on montre à l'enfant que dès qu'il désire quelque chose, il obtient quelque chose, ça va mettre son avenir par terre quand même. Parce que le principe de réalité, il va arriver très vite. Ils en font un fer de lance, nos enfants ou nos ados, de mettre tout leur désir là-dessus, comme si c'était une preuve d'amour inconditionnel de notre part. Ce que ça n'est pas. Ça veut dire qu'on va aimer nos enfants, même si on ne leur paye pas le Bombers à 400 €, même si on ne leur paye pas le dernier iPhone. Ma fille a essayé pendant 3 ans de lui faire acheter un téléphone, je lui ai dit non, tu te débrouilles avec ton père. C'est ton père qui t'a acheté ton premier téléphone, t'en as pas pris soin, il s'est cassé, la coque est cassée. Moi, je ne t'achèterai pas de nouveau téléphone. Elle a entendu que je ne le ferais pas, que c'était un principe que je ne dérogerais pas. Mais ça n'empêche pas de vouloir un nouveau téléphone. Peut-être qu'elle l'aura avec son père, je ne sais pas. La frustration, elle va faire partie tout au long de leur éducation, que ce soit la maternelle, que ce soit l'élémentaire, que ce soit avec les copains, parce que les copains entre eux n'ont pas les mêmes modes d'éducation non plus. Et ça crée une certaine injustice en classe. On n'a pas à leur apprendre à réguler leur frustration. On a à leur apprendre de comprendre que cette frustration, elle est normale, elle est naturelle, qu'il y a plusieurs façons de s'en sortir. Quand on est frustré, on peut taper des pieds. Quand on est frustré, on peut aller crier dans le parc. Quand on est frustré, on peut aller taper sur un oreiller. On peut exprimer très fort que c'est pas juste, qu'on n'est pas content, que les autres ils ont ça et que nous. Et tout ça, on peut faire sortir tout ce qui va pas à l'intérieur. On peut vraiment verbaliser nos flammes. On peut vraiment hurler, crier qu'on ne trouve pas ça juste. Mais vous aurez beau crier et hurler que vous ne trouvez pas ça juste, ça ne changera pas la réalité la plupart du temps. Donc vous aurez beau exprimer que ça ne vous plaît pas, que vous n'auriez pas voulu que ça arrive comme ça, que ce n'est pas juste, l'enfant comprend que ça arrive quand même et que le parent n'est pas tout puissant, que le parent ne peut pas changer la réalité. Et donc tout ça, ça fait un contexte sur le fait que si on leur dit « ce que tu ressens, je le comprends », on va le nommer, on va essayer de trouver pourquoi c'est arrivé que tu te sentes aussi mal, que tu te sentes frustré. On va aussi exprimer que nous, on vit la même chose, qu'on nous aussi, on a des flammes de frustration, que nous aussi, ça se passe pas comme on veut notre journée ou notre couple ou nos vacances, que nous aussi, on doit chaque jour trouver des idées pour régler nos problèmes. Et ça, c'est vraiment de la vulnérabilité avec nos enfants, de leur dire, bah oui, je comprends tout à fait ce que tu vis. Je vis pas la même chose aujourd'hui, mais ça m'arrive aussi d'être en colère. Est-ce qu'on peut trouver ensemble une solution? Est-ce que tu peux m'expliquer à quelle idée tu as pensé et on voit si c'est réalisable. On voit si on peut le faire. On voit si acheter cet objet, on peut y arriver.
si c'est vraiment utile. Vous mettez un délai sur l'achat en disant aujourd'hui, tu penses que si tu n'achètes pas cet objet, tu vas être très malheureux, eh bien on en reparle dans 10 jours. Vous avez quand même une chance sur deux que dans 10 jours, il ait complètement oublié l'objet. Parce qu'il y a des phénomènes de mode, il y a des phénomènes de buzz. Et je comprends que ce soit hyper difficile pour un ado de ne pas avoir la même chose que les autres. Ce qui fait que c'est une surenchère continuelle quand les ados viennent nous dire « Ah oui, mais lui, il a ça, et moi, j'ai pas ça, et lui, il a le droit d'eux, et moi, j'ai pas le droit d'eux. » Donc c'est juste reporter la frustration à plus tard quand on dit oui à nos enfants depuis qu'ils sont tout petits. J'avais une maman en classe qui m'a dit « Moi, je ne sais pas dire non à mon enfant, parce que quand je dis non à mon enfant, il est triste, et quand il est triste, il ne m'aimera plus. » Je lui ai dit « Ok, donc on va reprendre tout ça depuis le début, parce que votre enfant, il vous aime déjà. Votre enfant, si vous lui dites oui, évidemment, c'est plus facile qu'il vous aime, mais quand vous lui dites non, vous le structurez, vous lui donnez des repères, vous lui donnez des modes de fonctionnement pour son avenir, et il va continuer à vous aimer, même s'il vous dit « Je t'aime plus, t'es méchante », vous pouvez aller au-delà des mots. Un enfant qui nous dit « Je t'aime plus, t'es méchante », j'avais fait un réel Instagram là-dessus, c'est normal, c'est une expression de sa frustration. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime plus, ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime plus. Ça veut juste dire que là, il exprime que ça ne va pas à l'intérieur et qu'il nous rend responsables de sa flamme. Vous n'allez pas demander à votre enfant d'être d'accord avec toutes vos décisions. Simplement, à un moment, la règle, c'est ce que vous avez décidé de mieux pour votre enfant, de 2 ou 3 ans notamment. Et plus vous le faites à 2 ou 3 ans, et plus il y a de chances qu'ils comprennent que ça a un sens, cette règle, et qu'ils réussissent à l'appliquer en détachant la règle du poseur de règles. Si vous faites tout le temps des raccourcis entre « je te dis ça parce que j'ai raison et que je suis gentil et c'est toi qui es méchant quand tu respectes pas la règle », là, il y a un rapport de force malsain qui s'installe. Simplement, quand on donne des repères, quand on dit « ça va être comme ça », même si tu pleures, même si tu cries, même si tu tapes dans le mur, je vais maintenir la règle parce que c'est bon pour toi et parce que j'ai les raisons de te donner cette règle-là. Et oui, t'es pas content, c'est normal, t'es pas content. Ben, quand t'es pas content, tu peux faire ça ou ça ou ça ou ça. Et quand t'es pas content, par contre, tu ne peux pas me taper, tu ne peux pas taper ta sœur, tu ne peux pas lancer le vase à travers la pièce. Vous pouvez rediriger sa frustration vers des comportements qui soient acceptables. Mais ça demande un self-control, ça demande une introspection de ce que ça fait en nous quand on voit notre enfant dans cet état-là. Et certaines mamans de maternelle avaient du mal à voir leur enfant en crise parce qu'elles se sentaient responsables de l'état émotionnel dans lequel l'enfant était, comme si elles devaient aller les sauver de la frustration. Et ça, c'est très difficile. Et c'est encore plus difficile quand on n'est pas maman de s'imaginer qu'un jour, on doit frustrer notre enfant en lui disant non. Vous vous rappelez sans doute d'un moment où vous avez dit non à votre enfant et qu'il vous a regardé avec des yeux de chapeauté. Parce que c'est tellement dur de voir la tristesse dans ses yeux et de voir la frustration dans ses yeux. Mais à la fois, si on lui dit oui tout le temps, notre oui n'a plus aucun sens non plus. Si on lui disait oui tout le temps, il n'aurait plus la saveur de ce qu'on lui donne. Je vais vous faire un petit paragraphe sur le parent. Nous, on va être plus à cran si nous-mêmes, on ne sait pas comment écluser nos frustrations. Et du coup, quand l'enfant va manifester sa frustration à lui, elle va contaminer et elle va alimenter notre propre frustration à nous. Et ça va être la surenchère, ça va être l'escalade. Je vous invite à voir comment vous réagissez quand vous êtes frustré. Est-ce que vous avez des moments pour décharger ? Principalement, on conseille un sport, une promenade dans la nature, un dialogue avec une amie chère, un journaling si vous aimez écrire. Vous pouvez aussi vous divertir avec un bon film, avec un bon livre, mais d'évacuer ce qui se passe de tendu en vous pour éviter de vous faire déclencher par la moindre frustration de chacun de vos enfants. Plus vous avez d'enfants à la maison, et plus c'est compliqué que chacun soit content en même temps. Autant prendre le parti de vous dire, bon, il y en a forcément un qui sera frustré aujourd'hui ou demain, ça va arriver. Comment je vais réagir? Je ne sais pas encore. Comment il va exprimer sa frustration? Je ne sais pas encore. Mais moi, je peux parler depuis ma colline en disant « Ah dis donc, là, je vois que t'as envie de crier, hein, t'as les poings fermés, hein, t'as les sourcils froncés, je vois que ça va pas très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a pas plu? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose aujourd'hui? Raconte-moi. » Le faire évacuer par la parole, le faire évacuer en allant au parc, en allant au toboggan, en allant jouer au ballon, en allant tondre la pelouse, tout ce que vous faites d'habitude pour évacuer la colère, la tristesse, la frustration. La frustration, c'est une flamme mixte.
La frustration, elle peut arriver parce qu'on ne maîtrise pas quelque chose, ou parce qu'on a peur de ce qui arrive, ou parce qu'on a vu un copain discuter avec un autre et que voilà, l'amitié, patati, ou qu'on a vu notre mec avec une autre fille, etc. La frustration, ça peut être des flammes très différentes. Mais généralement, elle se base sur une pensée de « ça ne devrait pas être comme ça ». Et donc, si on se raconte que ça ne devrait pas être comme ça, c'est qu'il y a une partie de nous qui n'accepte pas la situation. Alors que la situation, elle a lieu, elle est en face de nous. On a entendu non, on a vu ce garçon avec un autre copain, on a vu ce garçon avec une autre fille. C'est factuel. Soit on requalifie la situation en se disant « Ok, qu'est-ce que je fais de cet élément maintenant qu'il est arrivé, maintenant qu'il est réel, maintenant que je l'ai vu, comment je vais agir en fonction de ces données de problème-là ?» Vraiment comme un scientifique qui se dit « Bon, alors, hypothèse de base, test 1, résultat 1, test 2, résultat 2. » Vraiment, prenez les choses point par point et dès qu'un de vos enfants fait une situation de débordement émotionnel, de frustration, de crise, reprenez les éléments un par un en vous disant « ça ne dépend pas de moi, je ne suis pas la cause de sa frustration, peut-être qu'une de mes phrases a été le déclencheur de sa frustration, mais je ne suis pas en tant que personne la cause de sa frustration. » Donc déjà, détachez-vous vraiment de la flamme de frustration de votre ado, de votre enfant, de votre élève, de votre mari, ça marche aussi dans les couples, parce qu'on s'attribue tout de suite l'émotion de l'autre. À très bientôt à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.